du secteur Langelier. Donc, ce soir, on va parler de ce PDAD sous forme de plan directeur ou encore par l'acronyme que vous connaissez maintenant déjà, PDAD. Donc, on va y faire référence pour être plus efficace dans notre communication. Alors, je m'appelle Pierre Tessier et j'ai vraiment le plaisir d'animer cette séance d'information ce soir. Et je tiens à préciser au départ que je ne suis pas un employé de la ville ni d'un arrondissement, mais plutôt un spécialiste en communication à qui on a demandé d'animer la soirée de ce soir, la séance d'information. Mon rôle sera surtout important pendant la période de questions, comme vous allez le voir. Donc, cette soirée, ce soir, elle se déroule en formule hybride. Donc, il y a des gens qui sont avec nous dans la salle, ici au centre Leonardo da Vinci, mais également des gens qui sont avec nous à distance. Donc, on les salue. Merci d'être avec nous, citoyens et citoyennes qui ont décidé de participer depuis le confort de leur foyer. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, dans la salle, de bien vouloir mettre tout de suite vos téléphones en mode silencieux parce que ça peut déconcentrer un présentateur, un maire ou un conseiller qui doit prendre la parole. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de mettre vos téléphones tout de suite en mode silencieux. Donc, merci également à tous les gens à la maison de pouvoir mettre vos téléphones en mode silencieux, mais non, c'est une blague. Alors, donc, alors, prenez note que la séance de ce soir, elle est enregistrée et sera disponible dans les jours qui suivent sur le site Réalisons Montréal. Et si vous ne souhaitez pas apparaître sur la captation ou encore sur les photos de l'événement, bien, sachez qu'il est encore possible de prendre à l'accueil un petit autocollant qui dit permettant de vous identifier comme étant une personne qui ne veut pas apparaître dans les documents de communication qui seront produits au terme de cette soirée. Donc, ce soir, la rencontre, notre objectif est d'offrir aux personnes intéressées, et ils sont nombreux et nombreuses, en ligne ou en personne, un espace d'information pour qu'elles puissent en apprendre plus sur le projet du plan directeur PDAD et poser évidemment des questions. Et ce soir, c'est vraiment poser des questions. On n'est pas en mode consultation nécessairement, là. C'est vraiment poser des questions pour comprendre certains volets du projet en question. Avec l'arrivée du prolongement, évidemment, de la ligne bleue du métro et l'adoption imminente du plan directeur de la Ville de Montréal, bien, la Ville, elle énonce évidemment sa vision pour le développement du secteur dans les années à venir. Donc, le PDAD est justement un document qui énonce, qui incarne plutôt aussi cette vision. J'aimerais prendre quelques instants maintenant pour souligner la présence avec nous de plusieurs élus qui sont avec nous. Et je pense que tout le conseil de l'arrondissement de Saint-Laurent est avec nous ce soir. Je vais les nommer tout à l'heure, ce ne sera pas long. Mais avant, j'aimerais souligner la présence avec nous à distance de M. Robert Baudry, qui est le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au conseil exécutif de la Ville de Montréal, qu'on voit présentement à l'écran. Bonsoir, M. Baudry. Je vais vous donner la parole tantôt, ce ne sera pas long. Donc, qui est également conseiller exécutif de la Ville de Montréal, conseiller de la Ville de l'arrondissement de Ville-Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. On va l'entendre dans quelques instants. Il y a évidemment M. Michel Bissonnet, qui est maire de l'arrondissement de Saint-Léonard. Bonsoir, vous pouvez vous lever, qu'on vous voit. Bonsoir, M. Bissonnet. Merci d'être là. Il a amené toute son équipe avec lui. D'ailleurs, M. Dominique Perry, qui est conseiller de la Ville de l'arrondissement Saint-Léonard. M. Perry, bonsoir. Mme Suzanne de la Rochelière, qui est conseillère de l'arrondissement de Saint-Léonard. Bonsoir, merci d'être là. Mme Angela Gentile, conseillère de ville et conseillère de l'arrondissement de Saint-Léonard. Merci également d'être avec nous. Et Mme Arige L. Corby, conseillère de l'arrondissement de Saint-Léonard également. Parlez-moi de ça, des élus qui aiment être près de leurs citoyens et citoyennes. C'est bien apprécié que vous soyez avec nous ce soir. On aime ça. Donc, quelques infos peut-être pratico-pratiques pour les gens dans la salle, peut-être moins à la maison. Mais sachez que les toilettes, il y a un abreuvoir, sauf si c'est écrit dans mes notes, il fallait que je le dise. Il y a un abreuvoir se trouve à la sortie au fond de la salle à droite, là, ici au deuxième étage. Donc, si jamais vous avez une petite envie qui vous prend, sachez qu'il y a un endroit pour ça ce soir. Donc, merci également aux professionnels et aux cadres de la Ville de Montréal et de l'arrondissement qui sont avec nous pour leur présence ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je salue en particulier les experts et les expertes là, qui sont amenés à répondre à vos questions un peu plus tard, que je vais nommer d'ailleurs tout à l'heure au moment où on sera rendu là. Donc, je vais vous présenter maintenant le programme de la soirée. Comme vous verrez, ce n'est pas très compliqué. Ça se déroule en 4 temps. Tout d'abord, après mon introduction, je vais céder la parole à M. Robert Baudry, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, il va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Ensuite, M. Michel Bissonnet fera la même chose également. Il viendra sur scène vous présenter, vous dire un petit mot. Et ensuite, on aura un mot d'introduction conjoint de Karim Charef, qui est chef de division de l'aménagement et des projets urbains au service de l'urbanisme et de la mobilité.
Et quand je dis conjoint, c'est que l'autre personne, c'est Joanne Couture, qui est directrice de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de Saint-Léonard. Donc, ils vont venir également sur scène vous adresser un petit mot, donc le mot d'introduction conjoint. Et ensuite, on va procéder à cette fameuse présentation, justement, sur le plan d'aménagement et de développement du secteur de l'Angélique, qui va durer environ une trentaine de minutes. Et ensuite, pour ce faire, justement, M. Éric Provost, que vous voyez ici, qui est conseiller en aménagement et chef d'équipe à la division de la planification des secteurs stratégiques au service de l'urbanisme et de la mobilité, qui va présenter ce fameux PDAD. Donc, et ensuite, on va enchaîner avec une période de questions et de réponses d'environ 40 minutes. Et encore une fois, je tiens à préciser que c'est une période de questions. Donc, les commentaires, moi, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça. On ne pourra pas malheureusement accepter ce genre d'intervention-là. C'est vraiment des questions spécifiques pour mieux comprendre la portée du projet et son envergure. Donc, après la séance de questions, donc ce qui va clore, en fait, après la période de questions, on va enchaîner avec des ateliers de discussion. Donc, les gens qui sont avec nous dans la salle pourront participer à ces ateliers de discussion-là. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer à ce moment-là pour dire, bien, ça, j'aime ça, on devrait peut-être faire ça comme ça. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir faire part davantage de vos opinions et de vos impressions. Donc, pour les personnes en ligne, évidemment, vous ne pourrez pas, à moins que vous preniez un taxi ou un Uber ou vous prenez votre voiture pour vous en venir tout de suite, ce ne sera pas possible, mais vous allez pouvoir le faire sur Réalisons Montréal. Vous allez pouvoir mettre vos commentaires et vos avis là-dessus. Donc, notez que l'événement va se terminer au plus tard à 21 heures. Donc, en principe, il est 18h44. À 21 heures, on devrait avoir terminé cette séance d'information. So the presentation tonight will be in French. If a question has been asked in English, it will be answered in French, and I will translate if necessary. Malheureusement, je ne parle pas italien, donc je ne pourrai pas répondre, traduire s'il y a des questions en italien. Donc, d'abord, quelques consignes sur le vivre ensemble durant justement ce moment on vous demande évidemment de faire preuve de respect, d'écoute et d'ouverture. Je pense que c'est tout à fait à propos dans ce genre de soirée comme celle-là, mais je suis certain que ça va bien se passer. Et évidemment, les représentants de la Ville vont faire de leur mieux pour répondre aux questions après la présentation. Si jamais ce n'est pas le cas, on prend la question en note. On va vous revenir un petit peu plus tard. Donc, je tiens à mentionner pour les personnes qui sont avec nous en ligne que les caméras et les micros sont éteints pendant la période de présentation, évidemment. Et pendant la période de questions, on va activer le module de questions et réponses qui est situé en bas de votre écran. Là, je ne sais pas si on voit très bien, mais en bas de l'écran, il y a une petite main qui s'appelle « Lever main ». Vous allez pouvoir cliquer là-dessus pour poser soit des questions en ligne, mais également pour vos questions par écrit davantage. Là, ces questions-réponses, vous écrivez votre question dans ce module-là et moi, on va me faire parvenir ces questions et je me ferai votre porte-parole pour vraiment m'assurer que votre question elle est bien posée aux bons intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc, on va alterner entre les questions qu'on a reçues par le module questions et réponses et les questions également qui sont posées ici en direct du Centre Leonardo da Vinci. Voilà qui complète ma longue introduction. J'ai maintenant le plaisir de céder la parole à M. Robert Baudry. M. Baudry, qui est, encore une fois, responsable de l'urbanisme, de l'OPCM et de l'itinérance au Conseil exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de la Ville de l'arrondissement de Ville-Marie, qui est avec nous à distance. M. Baudry, on vous écoute. Merci beaucoup pour votre introduction. J'essaierai de faire court. Tout d'abord, bonjour à mes collègues du conseil municipal, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères, les membres des équipes administratives, autant de la Ville-Centre, mais également de l'arrondissement qui sont ici présents. Et bien sûr, tous les citoyennes et citoyens qui se sont déplacés ou qui sont en ligne pour l'événement pour s'informer sur ce magnifique projet. En fait, c'est pas souvent qu'on reçoit à Montréal de nouvelles stations de métro. Ce sont des opportunités extraordinaires de transformation. Saint-Léonard est très chanceuse. Elle en reçoit plusieurs. Donc, ça fait en sorte que ça nous donne des opportunités de vraiment retisser et rebâtir et recréer des quartiers pour évidemment les nombreux résidents qui y vivront, mais aussi en pensant et en ayant à cœur les résidents qui y sont actuellement pour venir bonifier leur vie, pour venir leur offrir des services de proximité. C'est exactement ce qui se passe ici dans la proposition qu'on fait, une proposition qui a vraiment été travaillée conjointement avec l'arrondissement de Saint-Léonard parce que l'objectif, quand on a un plan directeur de planification, c'est vraiment de pouvoir accompagner le développement de façon cohérente pour répondre aux besoins de demain, mais aussi d'être en cohérence avec le milieu dans lequel il s'insère, donc dans le quartier dans lequel il arrive. Ces nouveaux voisins-là qui seront maintenant les membres de cette communauté, on veut vraiment que ça puisse se faire de façon harmonieuse. Et ici, on a bien évidemment un projet qui permet
de développer des unités de logement. On sait qu'en crise du logement, c'est important, mais aussi de passer du gris au vert parce qu'on le sait, le secteur alentour de l'Angelier est un secteur qui est très minéralisé, pas très agréable pour s'y déplacer à pied. Donc, on veut vraiment rebâtir un quartier, le connecter au secteur environnant pour venir bonifier l'expérience, mais aussi le milieu de vie. On y pense à venir bonifier le parc du boisé Jean Milot, un boisé qu'on a pu conserver dans les derniers mois, dans les dernières années. Également, créer de nouvelles places publiques juste à l'entrée de la nouvelle station de métro, d'avoir des installations pour la population également, qu'elle puisse en jouer, des installations sportives et communautaires, également une école. On ne peut pas penser à un nouveau secteur sans déjà planifier et penser à une école et plus encore. Donc, vous allez voir dans le cadre de cette présentation-là, on pourra vous présenter tous les éléments qui ont été vraiment travaillés conjointement avec vos élus. Je remercie d'ailleurs M. Bissonnette et toute son équipe pour ça, en espérant que vous apprécierez la présentation et que vous pourrez bonifier là, dans les prochaines étapes de consultation les éléments qui sont proposés ici. Je vous souhaite une très, très bonne soirée d'information. Merci. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Bien, justement, il a mis la table pour le prochain intervenant, M. Michel Bissonnette, qui est maire de l'arrondissement de Saint-Léonard. On a hâte de vous entendre, M. Bissonnette. Allez-y. Tiens, je vais vous mettre ça ici. Bonsoir, M. Baudry. On travaille ensemble avec tous nos fonctionnaires, la Ville de Montréal, la Ville-Centre et l'arrondissement de Saint-Léonard. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur pour mes collègues du conseil d'arrondissement, Suzanne de la Rochelière, Harry Gilles-Corby, Angela Gentili et Dominique Perry. Vous remarquerez qu'on a 3 femmes puis on est 2 garçons. Alors, c'est une fierté d'être à Saint-Léonard et d'avoir des femmes avec nous qui sont formidables et dynamiques. Ainsi que moi-même de reprendre aujourd'hui avec vous la conversation sur le développement du secteur Langelier. Depuis la consultation de 2023, grâce à vos commentaires, le service d'urbanisme et de la mobilité de la Ville, en collaboration avec l'arrondissement, a produit ce projet de plan directeur pour dessiner une vision pour le secteur Langelier en lien avec l'arrivée du métro. Et nous souhaitons vous la présenter et vous entendre sur le sujet. Le secteur Langelier est immense et constitue actuellement un grand îlot de chaleur. Ces 35 hectares situés à Saint-Léonard s'étendent du boulevard Langelier jusqu'à l'arrondissement d'Anjou, entre l'autoroute 40 et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le prolongement de la ligne bleue nous donne l'opportunité de repenser complètement son aménagement pour le densifier et le verdir. La nouvelle station de métro qui sera aménagée à l'intersection du boulevard Langelier et de la rue Jean-Talon-Est continuera la porte d'entrée du secteur Langelier. Le futur quartier s'organise déjà autour du lien entre cette nouvelle station et le parc du boisé Jean Milot, un axe vert représentant le cœur vivant d'un nouveau milieu de vie. Nous souhaitons y bâtir un quartier dynamique, résilient et inclusif, tout en conservant l'identité unique de Saint-Léonard. Je suis impatient d'avoir vos commentaires sur la vision proposée pour le secteur. Je remercie l'équipe du service de l'urbanisme et de la mobilité qui mène cette démarche et notre équipe du bureau de projet de Ligne Bleue à l'arrondissement. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui et je vous souhaite une bonne soirée. Et c'est un projet qui est extraordinaire pour toute l'Est de Montréal. Et nous avons besoin de ce projet comme nous avons besoin de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Donc, écoutez, on va passer maintenant au mot d'introduction conjoint de M. Karim Charef et de Mme Joanne Couture, qui vont nous parler des grandes étapes de la démarche de consultation publique. Merci. Vous allez rester là? Pardon? Vous allez rester là? Oui, Oui, parfait, parfait. Bon, moi, je me préparais à vous accueillir ici, c'est pour ça. Non. OK, parfait. C'est bon. On entend bien? Vous voyez bien, puis vous entendez bien. Parfait. Non, je vais m'approcher à ce moment-là. Parfait. Donc, voilà. Merci. Merci, Monsieur le maire, ainsi qu'à vos collègues élus pour la confiance témoignée envers mon équipe et moi-même. Et bienvenue, mesdames, messieurs, à cette soirée qui est quand même importante. Il me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir avec vous. Avec l'arrivée du métro, un projet majeur à Saint-Léonard, le secteur Langelier représente un beau défi de planification
et de mise en œuvre aussi, parce qu'on veut que ça se réalise également. Donc, c'est un territoire important à requalifier, à transformer en un quartier urbain favorable au transport actif et collectif et qui combine à la fois des commerces locaux, des services de proximité, des équipements collectifs et de l'habitation. Donc, c'est un beau projet de planification que Saint-Léonard a à cœur, justement, en vue d'offrir un milieu de vie de qualité aux citoyens et de transformer, ceux qui connaissent ce grand secteur-là, vous savez que c'est un grand îlot de chaleur, pour le rendre en un espace convivial, attrayant, et où les espaces verts seront mis en valeur, si on veut. Donc, pour nous, c'est un projet d'envergure et c'est un secteur qui nous fait rêver aussi en même temps. Je tiens à remercier tous et chacun qui ont travaillé avec nous de près ou de loin. Je ne peux pas tous les nommer parce qu'il y a une quantité de personnes et c'est un énorme travail de collaboration qui se poursuit et j'en profite pour céder la parole à mon collègue Karim Charef, qui est au service de l'urbanisme et de la mobilité et qui pourra élaborer un peu plus en détail les autres éléments. Merci à tous. Alors, bonjour. Vous avez remarqué que les noms sont inversés. Donc, j'ai convenu avec Joanne de la laisser passer en premier par galanterie, comme il se doit. Je ne vais pas trop m'étaler, juste rappeler que c'est une planification qui est le résultat, le fruit de plusieurs années de réflexion. Ça a débuté en 2019, quand le gouvernement du Québec a annoncé, a confirmé le projet de prolongement de la ligne bleue. Donc, on s'est dit à la ville qu'il faut être proactif, il faut être au rendez-vous et anticiper le développement. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En 2019-2020, on a présenté une vision de mise en valeur du corridor. Aujourd'hui, on vient préciser la couleur, la teneur de cette planification, comment un quartier peut être bâti autour du métro au bénéfice de la population, des citoyennes et des citoyens. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à Éric Provost, qui va rentrer dans les détails de cette planification. À mon tour de vous dire bonsoir. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet de plan directeur d'aménagement et de développement. Pour faire plus simple, comme le disait M. Tessier, je vais dire PDAD ou encore plan directeur pendant la présentation. Vous pouvez voir sur la diapositive les principaux thèmes que je vais aborder pour vous permettre d'avoir un survol du plan directeur. Mais si vous souhaitez le voir en détail, il est disponible en ligne sur le site Réalisons Montréal, sur lequel vous vous êtes inscrit pour la séance de ce soir. Pour y accéder, vous pouvez aussi scanner le code QR qui apparaît sur les documents papier qui vous ont été remis à l'entrée pour ceux qui sont en présence ici. Je commence la présentation en soulignant que le document qu'on vous présente ce soir, c'est le fruit d'une démarche de planification qui a été amorcée en 2022 dans la foulée de la présentation par la Ville de la vision de mise en valeur que M. Charef mentionnait juste à l'instant pour l'ensemble du corridor de la ligne bleue, et ça dans le cadre des consultations sur le projet de prolongement lui-même. De son côté, le secteur Langelier a aussi fait l'objet d'une consultation publique en 2023. Cette consultation-là avait permis de recueillir des commentaires de plusieurs parties prenantes, que ce soit la population léonardoise, celle des quartiers adjacents au secteur Langelier, ou encore toute autre personne qui était intéressée par le secteur. Cette première consultation portait plus spécifiquement sur la vision et les orientations préliminaires pour l'aménagement et le développement du même secteur. Depuis cette consultation-là, la Ville et l'arrondissement ont travaillé conjointement, non seulement sur l'élaboration du plan directeur, mais également sur les stratégies réglementaires et immobilières à mettre en œuvre au cours des prochaines années. Je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner que la démarche de planification s'appuie également sur les orientations d'aménagement du plan d'urbanisme et de mobilité 2050, dont l'adoption est prévue prochainement.
Pour situer le plan directeur dans son contexte, il faut d'abord rappeler que la planification du secteur Langelier s'inscrit dans le prolongement de la ligne bleue du métro, évidemment, depuis l'actuelle station de métro Saint-Michel jusqu'à l'arrondissement d'Anjou. C'est ce prolongement que vous voyez en tireté bleue sur la diapositive. L'arrivée du métro permet de mettre en œuvre la vision rendue publique en 2020, comme je le mentionnais à la diapo précédente, et qui porte sur l'ensemble du territoire de la carte en question. Bref, pour la Ville, c'est tout un corridor qui pourrait être mis en valeur grâce au prolongement de la ligne bleue. Et c'est une mise en valeur qui se décline en 3 grands volets. Le premier volet, c'est le prolongement lui-même. C'est un projet qui est réalisé par la STM en collaboration avec ses partenaires, incluant la Ville. Le second volet, c'est que la Ville planifie le réaménagement de la rue Jean-Talon-Est pour le tronçon indiqué en vert sur la diapo, soit grosso modo entre les boulevards Pie-IX et Langelier. Finalement, le troisième volet, ça se traduit par la planification de secteurs stratégiques qui sont en rosé sur la carte. C'est des secteurs qui présentent un grand potentiel de mise en valeur, notamment pour accueillir de nouveaux logements. Le plan directeur dont on vous parle ce soir porte sur le secteur Langelier, soit celui qui est encerclé en bleu sur la carte. De façon connexe, le secteur Langelier fait déjà l'objet d'un projet immobilier qui intègre la future station de métro à l'angle de la rue Jean-Talon-Est et du boulevard Langelier. Ce projet public-privé va permettre d'assurer la valorisation foncière à proximité immédiate de la station de métro. Encadré par l'arrondissement de Saint-Léonard, le projet va faire l'objet de sa propre assemblée de consultation le 29 mai prochain à la mezzanine de l'Aréna Martin-Brodeur. L'assemblée de ce soir ne porte pas sur ce projet-là, mais son encadrement par l'arrondissement est tout à fait cohérent avec les balises inscrites dans le projet de plan directeur qu'on vous présente aujourd'hui. Pour être clair sur le territoire qui est visé par le projet de plan directeur, je vous invite à regarder les limites illustrées en bleu sur la diapositive suivante. Le territoire est donc délimité par l'autoroute 40 au nord, le boulevard Langelier et la rue de Lotbinière à l'ouest, la rue Bélanger au sud, ainsi que la limite d'arrondissement au sud-est et à l'est. Pour sa superficie, on parle d'un secteur de 35 hectares qui correspond grosso modo à la même superficie que 50 terrains réglementaires de soccer. Si la Ville s'est lancée dans la planification du secteur Langelier, c'est d'abord et avant tout parce que l'arrivée d'une infrastructure comme le métro, ça vient vraiment changer la donne pour l'aménagement et le développement d'un territoire. Et la première chose qu'on fait dans le cadre d'une telle planification, c'est de réaliser un diagnostic du secteur pour valider si son aménagement correspond à ce qu'on souhaite pour un secteur desservi par le métro. On regarde aussi ce qui peut être amélioré en tenant compte principalement des objectifs et des orientations incluses dans le plan d'urbanisme et de mobilité ou encore les orientations des différentes politiques sectorielles de la Ville. Les résultats du diagnostic sont détaillés dans le document d'information publié en 2023 et toujours disponible sur le site web Réalisons Montréal. Mais sur la diapo, vous avez une liste des principaux enjeux qu'on a recensés. Évidemment, le plan directeur le plan directeur qu'on vous présente aujourd'hui s'attaque à chacun des enjeux qui apparaissent sur la diapositive. Mais avant de vous parler des contenus du plan directeur lui-même, c'est important de mentionner ce qu'on entend par plan directeur dans un contexte comme celui du secteur Langelier. En fait, le plan directeur, c'est un outil qui présente le cadre général d'aménagement et de développement pour orienter la transformation du secteur dans le futur. Évidemment, tant du côté de l'arrondissement que de la Ville, on vise à être proactif pour encadrer le développement en amont de la mise en service du métro. Dans ce contexte-là, l'outil du plan directeur vient établir les objectifs à atteindre, les balises à respecter et les conditions de réussite
pour assurer un aménagement exemplaire. De façon à assurer la cohérence d'ensemble, le plan directeur vient détailler comment les promoteurs immobiliers vont pouvoir mettre en valeur leur terrain et comment la Ville voit l'aménagement du domaine public, principalement les rues et les parcs, pour atteindre les objectifs qui sont prédéterminés. Quant au contenu lui-même, je débute en vous présentant la vision, les orientations et les objectifs d'aménagement. Pour la vision, on cherche à décrire en fait à quoi va ressembler le secteur Langelier à l'horizon de développement, c'est-à-dire ici en 2050. De cette façon, on vise à créer un nouveau quartier dynamique où cohabite une diversité de ménages et où le métro, la marche et le vélo sont les modes de transport de prédilection. Les abords de la station de métro vont former un lieu rassembleur et animé, bordé d'espaces publics attrayants, d'équipements collectifs, de services et de commerce. La rue Jean-Talon-Est pourrait être décrite comme un lieu où il fait bon déambuler pour faire des achats, flâner ou se restaurer. Le réseau vert du secteur va permettre de profiter des parcs et d'installations sportives et récréatives tout en procurant un contact avec la nature. Finalement, on va retrouver des aménagements universellement accessibles, contribuant au confort des piétons et à la résilience du quartier lors d'événements climatiques extrêmes. La vision que je viens de vous présenter se décline en 4 orientations que vous avez à l'écran et qui s'attardent sur le milieu de vie à créer, sur la vitalité commerciale à maintenir, sur le caractère du milieu qui se veut à la fois résilient et respectueux de la nature et de la biodiversité, puis sur une mobilité efficace, équitable et décarbonée. Le plan directeur établit ensuite des balises de façon à respecter des principes d'aménagement dont plusieurs étaient déjà énoncés lors des consultations de 2023. Ça comprend notamment l'établissement d'une trame verte, créant un lien d'envergure entre la future station de métro et l'espace naturel du boisé Jean-Milot. Cette trame verte-là intègre aussi une gestion écologique des eaux, de façon à réduire la pression sur les infrastructures et limiter les débordements lors de fortes pluies. Évidemment, le plan directeur prévoit aussi la création d'un réseau de mobilité active qui se raccorde notamment au futur réseau express vélo sur la rue Jean-Talon-Est. Pour le réseau de rues, le plan directeur vise surtout à garder des rues paisibles pour les portions résidentielles, tout en concentrant le camionnage et la circulation de transit sur les artères principales. Pour les usages, le plan directeur prévoit des fonctions économiques le long de l'autoroute 40 pour l'implantation de commerces notamment, principalement sur le boulevard Langelier et la rue Jean-Talon-Ouest. Le cœur du quartier, de son côté, va accueillera plutôt des habitations et des équipements collectifs. Quant à la forme urbaine, le plan directeur mise d'abord sur une modulation des hauteurs, notamment pour assurer une transition douce avec les quartiers existants. Il préconise aussi une densité qui est plus élevée à proximité immédiate de la station de métro. Pour tenter de rendre la chose plus concrète, le plan directeur montre aussi un plan d'ensemble qui comprend 5 zones distinctes que vous avez à l'écran. Je vais revenir sur chacune de ces zones-là par la suite. Mais d'abord, pour le plan d'ensemble en question, c'est celui-ci. Je prends soin de mentionner que l'image qu'on vous montre ici, ce n'est pas un projet concret. Le plan sert surtout à illustrer à quoi pourrait ressembler le secteur si on respectait l'ensemble des balises du plan directeur. Mais concrètement, ça nous permet quand même d'évaluer que le secteur pourrait accueillir entre 6 000 et 8 000 nouveaux logements, incluant évidemment des logements sociaux et abordables. Le secteur pourrait aussi comprendre 100 000 mètres carrés de plancher pour des fonctions économiques et commerciales. Au total, on table aussi sur l'aménagement de 39 000 mètres carrés pour des nouveaux espaces verts et publics,
sur la construction de plus de 6 000 m² pour des équipements collectifs et sur l'implantation d'une nouvelle école. Pour les espaces verts et les équipements collectifs, il va falloir attendre les prochaines étapes pour valider leur localisation définitive et leur dimension. Mais compte tenu des besoins actuels, l'arrondissement et la ville visent que les nouveaux espaces publics couvrent une superficie supérieure à 10 %. Je rappelle ici que le secteur n'en comprend actuellement aucun. Avec l'arrivée de milliers de nouveaux logements, ce sera une priorité municipale de les desservir par de nouveaux parcs et espaces publics. Comme mentionné précédemment, le plan d'ensemble regroupe 5 zones pour lesquelles une série de balises d'aménagement sont établies dans le plan directeur. La première zone est celle de la place du métro qui comprend évidemment la future station de métro. Cette première zone va inclure une place polyvalente et des liens actifs, efficaces et attrayants qui vont permettre une ouverture vers le cœur du quartier à partir de la station de métro. C'est aussi dans cette zone que la densité de construction va être la plus élevée, notamment pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à pied à la station de métro. Des espaces semi-publics et des réseaux actifs assurent une accessibilité optimale au métro et un lien direct pour la population résidente à des espaces extérieurs aménagés et sécuritaires, et ce jusqu'au boisé Jean-Milot. La zone va aussi comprendre un centre communautaire et culturel. La seconde zone est plutôt celle du grand axe vert créé au cœur du futur quartier. Cette zone se voudra apaisée et comprendra des équipements collectifs communautaires et sportifs. Évidemment, le plan directeur préconise aussi la consolidation et la protection des milieux écologiques vulnérables existants au sein du boisé Jean-Milot. Sur ce sujet-là, le plan directeur préconise des aménagements qui vont limiter évidemment la perte de milieux naturels et protégeant le milieu humide du boisé comme tel. Il prévoit une zone tampon d'au moins 30 mètres autour de ce milieu humide. La zone pourra aussi accueillir un parc public d'au moins 26 000 m². Finalement, la zone va comprendre un des sites potentiels pour l'implantation de l'école primaire. Dans la troisième zone, on est plutôt à proximité du boulevard Langelier, où la circulation de transit restera canalisée. Dans cette zone, le plan directeur prévoit l'aménagement d'un passage piéton qui permettra de rejoindre le parc Giuseppe Garibaldi, ainsi qu'un nouveau parc d'au moins 3 000 m². Pour les nouveaux bâtiments à construire, le plan directeur mise sur une gradation des hauteurs et des volumes pour assurer une transition douce avec le quartier existant. Finalement, dans cette zone, on retrouve aussi l'un des autres sites potentiels pour l'implantation de l'école. La quatrième zone est centrée sur la rue Jean-Talon-Est. Cette rue-là va demeurer la colonne vertébrale commerciale du nouveau quartier. Concrètement, les activités commerciales pourront s'implanter dans les premiers étages des bâtiments, qui pourront aussi comprendre des logements dans les étages supérieurs. La mobilité active y sera aussi favorisée avec notamment l'implantation du réseau Express Vélo sur la rue Jean-Talon. Et 2 parcs pourront s'ajouter, des parcs d'environ 3 000 m² chacun. Pour terminer, la zone 5 est celle qui borde l'autoroute 40. Dans le contexte de cette proximité avec l'autoroute, le plan directeur prévoit des usages exclusivement économiques, incluant des commerces et des activités d'emploi. En guise de zone tampon à l'autoroute, le plan directeur prévoit aussi une végétalisation des espaces qui sont adjacents à celle-ci. Le plan directeur prévoit aussi la création d'un lien formel entre la rue Jean-Talon-Est et le boulevard métropolitain.
En ce qui concerne la stratégie réglementaire, la Ville intégrera d'abord des objectifs d'aménagement spécifiques au secteur Langelier dans le plan d'urbanisme et de mobilité, le PUM, qui va être adopté prochainement. Ensuite, l'arrondissement et la Ville vont encadrer la transformation du secteur par la création et la modification de règlements applicables spécifiquement au secteur. Le plan directeur s'appuie sur une approche par plan d'aménagement d'ensemble, qui est un outil qui est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Finalement, l'arrondissement compte apporter aussi des ajustements aux règlements existants, dont pour les usages, les densités et les hauteurs qui sont prescrites au zonage. En plus du volet réglementaire, la mise en œuvre du plan directeur va aussi passer par la signature d'accords de développement et d'ententes spécifiques avec les promoteurs immobiliers. Par entente spécifique, je réfère ici à des ententes sur la construction de logements sociaux et abordables, sur les contributions à des fins de parc ou encore sur la réalisation des travaux municipaux. La Ville met aussi en place des stratégies immobilières, principalement pour l'implantation des équipements collectifs. Finalement, la Ville compte finaliser un plan d'action pour déterminer clairement les priorités d'intervention sur le territoire. Ce plan d'action-là, qui va se vouloir flexible et évolutif, va être ajouté au plan directeur à la suite des activités de consultation publique. Je termine ma présentation en vous montrant le phasage prévu à haut niveau. Concrètement, la première phase du développement va porter, entre autres, sur l'îlot de la future station de métro, qui va faire l'objet de sa propre consultation, comme je le disais en début de présentation. Je tiens d'ailleurs à mentionner que dès cette première phase, une place polyvalente, des parcs et des équipements collectifs vont être implantés dans le secteur pour desservir non seulement la nouvelle population, mais aussi celle des quartiers existants. Ça complète donc ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Nous sommes vraiment rendus maintenant à cette période où vous allez pouvoir poser des questions sur le projet. Donc, évidemment, bien qu'un aménagement du secteur Langelier est étroitement lié au prolongement de la ligne bleue du métro, nous allons prioriser ce soir, évidemment, les questions qui touchent le projet du secteur Langelier. Donc, comme vous savez, la STM a tenu plusieurs séances d'information concernant le prolongement de la ligne bleue plus tôt cet automne. Donc, vous pouvez retrouver toute l'information sur stm.info/projet-ligne-bleue. Alors voilà, donc si jamais il y avait des questions sur ces travaux-là, ils pourront être répondus vers la fin de la soirée. Donc, en plus des personnes qui sont avec nous sur scène, donc à savoir M. Éric Provost, Karim Charef et Mme Joanne Couture, on a d'autres experts qui sont avec nous ce soir et qui vont pouvoir répondre à vos questions le cas échéant. Donc, je tiens à les présenter tout de suite. Donc, il s'agit de Mme Tatiane Palu, chef de division au service de l'urbanisme et de la mobilité. Bonsoir. Il y a également Olia Gérard, chef de section au service de l'urbanisme et de la mobilité. Bonsoir, merci d'être là. Il y a également Alexandre Martin, ingénieur au service de l'eau, qui est avec nous. Bonsoir. Et enfin, M. Étienne Lavallée, qui est urbaniste interface municipale à la STM, qui est avec nous également ce soir. Donc, ces personnes pourront offrir au besoin un complément d'information. Donc, avant d'ouvrir officiellement la période de questions, laissez-moi peut-être vous rappeler quelques petites consignes. Donc, pour les personnes qui sont avec nous dans la salle et qui ont des questions de compréhension ou de clarification sur le plan directeur, je vous invite à vous lever et à venir au micro. Il y a un micro là. Il y a un micro. Quelque part. Où ça? Ah, il est juste là. Ben voilà, il est là. Donc, vous pourrez, évidemment, on vous demande de bien vouloir vous nommer et vous pourrez poser votre question. Et si jamais vous avez un problème de mobilité, veuillez faire signe à l'équipe. Il y a des gens là, qui vont se promener et qui pourront probablement aller vous porter un micro. Là, on a un micro mobile. Là, je pourrais même aller vous porter celui-là au besoin. Évidemment, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'enfants ce soir. Ça arrive des fois dans les séances d'information, il y a des enfants. On donne la priorité, évidemment, aux familles avec des enfants là, pour pouvoir permettre d'aller coucher les enfants tout de suite après. Donc,
Donc, on va évidemment, donc ce n'est pas le cas ce soir. Donc, on vous rappelle que pour donner la chance à tout le monde de poser une question, chaque personne peut poser une seule question par intervention. Nous vous demandons évidemment de bien vouloir limiter votre intervention à une question et une sous-question, de manière à permettre évidemment à tout le monde de pouvoir intervenir correctement. Donc, vous pourrez toutefois poser une autre question, si le temps le permet, en refaisant la file. Donc, comme on n'est pas très nombreux ce soir, il est possible que ce soit le cas. Pour les personnes qui sont en ligne, à distance, donc, vous pouvez poser votre question par écrit via le module de questions-réponses qui est marqué en bas de votre écran, le Q et R pour questions-réponses. Ici, votre ordinateur est configuré en anglais, c'est Q et A pour Question and Answer, évidemment. Et il y aura quelqu'un de l'équipe technique là, derrière qui va se faire votre porte-parole et qui pourra, c'est Audrey Deblois, qui se fera votre porte-parole pour poser votre question et ce sera dirigé vers l'un de nos experts ou expertes. Donc, nous allons aussi lire les questions qu'on a reçues à l'avance dans le formulaire d'inscription, là, si c'est le cas, et on va alterner entre les questions qui sont posées dans la salle et les questions qu'on aura reçues dans le module questions et réponses. Et je vous rappelle que on va préparer un document questions-réponses avec toutes les questions et évidemment les réponses qui sera mis en ligne sur le site Réalisons Montréal, donc dans les prochains jours. Et bien entendu, je vous invite à faire preuve de respect. Là, je le dis souvent, mais je pense que ça va bien aller ce soir. J'en doute pas une seconde. Donc, écoutez, si vous êtes prêts, on commencerait peut-être avec les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, qui souhaitent des compléments? Oui, vous levez la main. Vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'attendez. OK. Je fais partie d'un groupe de citoyens qui, depuis 1990, ont investi beaucoup de travail et de temps pour que le boisé du parc Jean-Milot devienne officiellement le parc du boisé Jean-Milot. C'est un espace protégé que nous, les citoyens, avons contribué à faire reconnaître. Je sais que pour votre projet, on vous exige, ou c'est les normes, là, la ville vous exige, un espace vert. Et puisque notre parc du boisé Jean-Milot est près de votre projet de condo, ça répond à votre besoin. Est-ce que vous avez une question? Oui, ça s'en vient. Okay, c'est parfait. Juste pour vous faire comprendre un peu. Ça nous fait plaisir que les futurs propriétaires et locataires des condos viennent au parc du boisé Jean-Milot. Ma question est, pouvez-vous garantir que le parc du boisé Jean-Milot restera totalement indépendant de votre développement? Oui, M. Provost. Depuis le début de cette planification-là, le boisé Jean-Milot est un élément du territoire que l'on cherche à mettre en valeur et à protéger. Si on a mis autant d'espaces verts publics avec des parcs et des installations sportives dans notre plan d'aménagement, c'est pour que la nouvelle population ne se serve pas du boisé Jean-Milot à titre de parc dans le secteur. Ça prend vraiment, il y a vraiment les deux utilisations. Donc, il y a le contact avec la nature qui va certainement être apprécié par les nouveaux résidents, comme ce l'est par les résidents actuels. Mais c'est important de desservir le secteur par un nouveau réseau d'espaces publics pour justement limiter la pression sur le boisé Jean-Milot qui demeure fragile et qu'il faut continuer à protéger dans les années futures. Merci pour votre question. Merci pour la réponse, Éric. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Oui, allez-y. N'oubliez pas de vous nommer, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Claudette Garriépi. Le projet, ce qu'on peut voir, on parle de 5 immeubles. Moi, j'avais... À votre présentation, tantôt, vous dites 5 000 à 8 000 logements. Je me trompe ou c'est ça? Tantôt, la présentation, on parlait de 5 à 8 000 logements. Pardon? 7 000 à 8 000. 6 à 8 000. Ça augmente comme des petits pains chauds parce que le conseil d'arrondissement, là, on parlait de 5, on parlait de 1 500 logements, dont 250 abordables et de 5 tours. Ça a été adopté par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard le 7 avril dernier.
vous comprendrez si je ne suis pas correct. Vous allez voir pourquoi je fais cette petite préambule. Le plan d'aménagement d'urbanisme de la Ville de Montréal prétend que de 6 à 8 étages, ça correspond à une densité moyenne à élever. Alors, puisque le projet de Jean Talon S, ça nous met des bâtons dans les roues, alors on utilise l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Et là, ben, on a les portes ouvertes, 25 étages, pour les 5 tours autour de l'Angelier, 25 étages. J'avais été obligé de vous... Avez-vous une question? C'est juste parce que... Vous me permettez? Parce que c'est important, ça. On n'a pas parlé tantôt. D'accord. La tour, le 25 étages, 2 fois 20 étages, 17 étages et 22 étages. Moi, ce qui me préoccupe énormément, c'est la densité que ça va amener dans le secteur. On a beau me dire qu'il y a des parcs, oui. La Ville de Montréal préconise l'approche TOD, Transit Oriented Development, qui vient d'un urbanisme américain. On est d'accord avec ça, des îlots de chaleur, on va enlever les autos, on veut plus de logements. Mais la densité de personnes, là, vous me parlez de 8 000, moi j'avais lu 1 500, déjà je trouvais ça... Mme Gariepi, votre question, c'est quoi exactement, s'il vous plaît? Merci. Quel impact va amener la densité de logements dans le logement? Est-ce que vous avez fait une étude là-dessus? Est-ce que vous avez regardé ça? L'impact de la densité par rapport au territoire et autour, des gens qui habitent autour, qui n'est pas dans le secteur et qui n'est pas commercial. Les Donc, est-ce qu'il y a une étude d'impact sur l'augmentation? Exact. Monsieur Provost. Je vais commencer en démystifiant un peu les chiffres qui sont évoqués. 1500 logements, c'est pour le projet immobilier que j'évoquais pendant ma présentation. Le projet immobilier qui va faire qui va faire l'objet de sa propre consultation la semaine prochaine. Le plan directeur couvre un territoire qui est plus grand que ça, mais qui intègre ce 1500 logements-là. Pour l'ensemble du secteur L'Angelier, on prévoit, il n'y a pas de projet pour l'ensemble de ces logements-là, mais on estime, à partir des balises qui sont inscrites dans le projet de plan directeur, qu'il pourrait y avoir entre 6 000 et 8 000 logements. Maintenant, quelle est la proportion des logements sociaux et abordables? Comment vous pensez, oui. Combien ça va? C'est-tu des 3,5, des 4,5? Ça va être 1 500, 1 600 $? Est-ce que c'est des condos aussi? Ou... Si vous me permettez, je vais répondre à votre première question qui était sur les impacts de ces développements-là. Évidemment, les impacts de l'ensemble de ces développements-là sont évalués. Pour chacun des projets, il y a des évaluations qui sont faites pour l'ensemble des impacts. Évidemment, on regarde aussi le big picture de notre côté, sur l'ensemble, comment que tout ça va s'agencer. Évidemment, s'il n'y avait pas la venue du métro dans le secteur, ce ne serait pas possible de construire autant de logements dans un secteur comme celui-ci. Fondé sur la mobilité actuelle dans le secteur, ce ne serait pas réaliste d'envisager une telle densité. Le métro, par contre, permet d'axer une mobilité sur le transport collectif, sur les déplacements à pied, puis on intègre le volet à vélo également dans le projet de plan directeur. Évidemment, c'est l'ensemble de tout ça qui met les conditions qui fonctionnent pour les déplacements. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui dans le secteur. Il y a des travaux actuellement dans le secteur. C'est le portrait de la mobilité, il n'est pas fidèle à ce qu'il sera lors de la mise en service du métro. Mais avec la mise en service du métro, c'est là que ça met les conditions pour amener un tel développement et ensuite aussi tous les espaces publics qui viennent avec. J'ai 2 sous-questions à cet égard. Sont pertinentes, mes questions. Qu'est-ce qui va être démoli pour pouvoir construire ces 5 tours-là? Est-ce que le carrefour L'Angelier va disparaître, les magasins? Est-ce qu'il y a un autre à l'est, un autre centre d'achat où est le Tanguay? Est-ce que ça aussi va être
vont être utilisés en partie? Ce que je peux répondre, madame, c'est que ça va faire l'objet de la consultation la semaine prochaine, là, le 29. Mais de prime abord, c'est que l'îlot du métro, c'est le point central, si on veut, pour venir densifier, comme vous avez posé la question tantôt, et ça devient comme l'élément phare du secteur qui va être un marqueur, si on veut, pour justement apaiser le reste du secteur qui s'étend vers l'est et vers le sud et le nord. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je reviens à la question, c'est parce que je voulais amener une précision à votre première question. À votre question, ce que je peux vous dire, c'est que le carrefour Langelier va faire l'objet de transformations progressives. Parce qu'il faut penser que l'îlot 1, où se situe le métro, la prochaine station, si on veut, c'est qu'il va y avoir déplacement de certains commerces à l'intérieur de cet îlot, si on veut, et ensuite une transformation progressive. Donc, ça va se faire de façon, je dirais, graduelle. Et justement, on maintient les activités commerciales. Ça ne sera pas fermé en bloc là, comme tel. C'est que progressivement, parce qu'il y a des joueurs importants, des locataires d'envergure, hein, sans les nommer, et vous les connaissez sûrement, hein, madame. Donc, à ce moment-là, il y a des baux qui doivent être respectés. Donc, le promoteur doit s'assurer du respect de ces baux, transférer les activités, et ensuite, progressivement, il y aura des portions qui seront démolies pour ensuite le démolir au complet, mais quand on va être assuré de transférer les activités commerciales. Okay. C'est l'objectif. Est-ce que les... Dernière sous-question, oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir intervenir. Mais je suis sûre qu'il y en a peut-être qui veulent poser la même question que moi. Est-ce que tous les immeubles qui vont être les 5 tours, est-ce qu'ils vont être prêts à peu près en même temps que l'ouverture officielle des stations de métro en 2031? Ça, pour le moment, c'est difficile de répondre, mais l'objectif, c'est de s'assurer que l'îlot 1 puisse être fonctionnel avec l'ouverture du métro. Mais il peut y avoir des aléas, la construction, mais on a des règles aussi qui sont établies pour s'assurer d'une réalisation à travers tout ça. Et comme c'était mentionné tantôt au sens large, mais oui, il va y avoir accord de développement, entente infrastructure, frais de parc, tous des éléments là, qui doivent être bien attachés et aussi au niveau du logement social. En même temps que l'ouverture du métro. C'est ce qui est visé. Okay. C'est ce qui est visé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Je vous rappelle qu'il y aura une présentation tout de suite après la période de questions sur justement toute la période de démarche de consultation publique là, qui sera expliquée davantage, plus en détail, là, qui sera faite par Liliane Salami-Pichette. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui veulent intervenir? Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Nilson Zepeda, je suis responsable nature et eau au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et puis, ma question, vous avez mentionné Boissé-Jean-Milo, je pense qu'il est au cœur aussi du concept d'aménagement du quartier. Vous avez évoqué la fragilité du secteur, vous avez évoqué la volonté aussi de préserver cette biodiversité au maximum. Y a-t-il une stratégie déjà qui est en train d'être réfléchie, sachant que le parc est sur un autre arrondissement, donc l'arrondissement de Mercier-Hochelaga à Maisonneuve. Donc, quelle sera la gouvernance de la gestion, de l'entretien, de la conservation de ces milieux naturels-là, tout en sachant aussi que l'expérience loisir, il y a les parcs qui vont être aménagés à même les sites, il y a les parcs Giuseppe Garibaldi, mais l'expérience nature elle-même, ça va reposer sur les Boissé-Jean-Milo. Donc, ça, c'est ma question. Quelle sera la gouvernance? Et aussi, je me permets d'ajouter aussi, ça inclut l'éclairage. Cette nouvelle densification, ces nouveaux aménagements peuvent avoir potentiellement un impact au niveau de l'éclairage sur les écosystèmes qui sont présents sous les boisés. Merci pour votre question. Oui, M. Provost. C'est un bon point pour l'éclairage. Je retiens ça. Pour répondre à votre question sur la gouvernance, ce n'est pas établi encore, mais votre question me donne l'occasion de souligner le travail qui est fait par le comité de surveillance Louis Riel pour le boisé Jean-Milo. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, puis je tenais à le mentionner. Oui, on travaille donc à toute la réflexion sur la protection du boisé Jean-Milo de concert avec l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et l'arrondissement de Saint-Léonard, évidemment. Donc, on travaille tous ensemble pour arriver à établir les actions à mettre en place pour protéger le boisé. Ça commence évidemment par desservir le secteur Langelier par des nouveaux espaces verts qui
qui feront en sorte que le boisé Jean-Milot ne va pas devenir le parc du secteur Langelier. Mais au-delà de ça, il y a des actions aussi concrètes qui doivent être mises en place pour le boisé lui-même et son milieu humide qui est à protéger, évidemment. Merci pour votre question. Je pense qu'on a reçu des questions également. Là, je rappelle aux gens qui sont avec nous à distance. Oui, bien, je ne serai pas long. On va prendre. Asseyez-vous, monsieur, je ne serai pas long. On va prendre des questions qu'on a reçues à travers le module questions-réponses. Madame Audrey Debois, s'il vous plaît. Oui, on a reçu 3 questions sur les commerces actuels. Donc, Marie-Claude Loignon demande « Bonjour, je serais intéressée à savoir ce qui arrivera aux commerces actuellement situés sur la rue Bélanger, à part du IGA et du Mondou en particulier. » Le secteur, sauf erreur, le secteur Langelier ne touche pas à ces commerces-là qui sont sur la rue Bélanger. Les espaces commerciaux sont ceux de la rue Jean-Talon-S et du boulevard Langelier, mais pas ceux de la rue Bélanger. J'ajouterais que le IGA, c'est celui dont vous parlez sur Langelier. Oui. Donc, c'est le IGA sur Langelier. Donc, c'est sûr que dans le projet actuellement, on maintient l'activité commerciale. Le but, c'est progressivement, si on peut rajouter du résidentiel, comment insérer le commercial, puis d'arriver à une mixité intéressante. Fait que pour le moment, le IGA est maintenu comme tel. Deuxième question qu'on a reçue à distance. Ce ne sera pas long, monsieur. Je sais que vous êtes là. Oui, bien, encore plus de précision là, justement sur les commerces sur Langelier. On a Mme Sandra Costenzo qui demande « Est-ce que les commerces autour du métro Langelier, comme le Walmart, la Banque TD, vont être fermés ou réaménagés? » Est-ce qu'on a plus de précision là, pour les commerces sur Langelier? Comme je l'ai mentionné tantôt, puis là, vous nommez le nom, le Walmart fait partie, c'est un des locataires importants pour lequel il y aura un transfert dans le projet. On va pouvoir vous en parler plus lors de la consultation du 29, mais en quelques mots, disons, c'est que ce commerce-là va être intégré vraiment dans l'îlot 1 qu'on a vu ce soir, mais une portion en souterrain avec un accès aussi au niveau du rez-de-chaussée avec du stationnement en souterrain. Donc, c'est prévu cette relocalisation-là. Et progressivement, bien, pour assurer les activités du Walmart pendant le chantier, parce qu'il faut comprendre que le métro doit se construire, à ce moment-là, il y a une portion qui va être démolie, mais on va venir construire une autre section plus au sud pour favoriser, si on veut, tout ce qui est de chargement, entreposage, pour maintenir les activités du Walmart. Donc, les commerces seront assurés au fur et à mesure qui seront relocalisés dans la nouvelle îlot, si on veut. À ce moment-là, ça va fermer, mais ça va se faire de façon progressive. Merci, Joanne. Une dernière question, peut-être, avant de revenir dans la salle avec monsieur. Oui, on a une question sur la densité et les études d'impact de Benoît Massé. Le projet que vous présentez est très bien en soi, quoique l'on peut se questionner la hauteur autorisée et la densité, comme on vient de souhaiter à l'instant. Ma très grande préoccupation concerne les axes routiers desservant ce secteur qui sont déjà surchargés, et ce même avant le début des travaux pour le métro. Parlez-nous des études d'impact et solutions envisagées pour la mobilité. Monsieur Provost. Pour le volet mobilité, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'élément qui est le game changer en anglais qu'on dirait, c'est l'arrivée du métro. On vient vraiment changer le portrait de la mobilité dans le secteur. Aujourd'hui, tout est basé sur l'auto, ou à peu près, avec ce qu'on prévoit non seulement pour le secteur Langelier, mais aussi pour la rue Jean-Talon-S avec son réaménagement qui est prévu. On veut vraiment changer le portrait de la mobilité, changer les façons de se déplacer dans le secteur, ce qui va contribuer à réduire la pression sur les réseaux actuels, en venant compléter par un réseau structurant de transport collectif. Évidemment, au niveau du transport collectif, ce n'est pas seulement le métro, c'est tout le réseau de bus aussi qui peut être réorganisé pour l'orienter vers le métro pour bien le desservir, et ce qui va contribuer également à améliorer la mobilité, non seulement dans le secteur Langelier, mais à son pourtour également.
Merci pour ces précisions. Je vous rappelle, les gens qui nous écoutent à la maison, c'est possible de poser vos questions à travers le module QR, questions-réponses. Et comme vous le voyez, Audrey Deblois, ça fait un plaisir de faire votre porte-parole. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Je pense que vous allez devoir peut-être baisser le micro un petit peu. Bon. Oui, mon nom est Sergio Adornato. Puis, peut-être savoir quand est-ce que la construction des tours va commencer. Et c'est qui va construire ces tours-là? C'est qui les personnes responsables? Le promoteur ou le promoteur, oui, c'est qui? Okay. Le promoteur, c'est le groupe MAC et avec Transgesco, qui est la filiale immobilière de la STM. Donc, c'est une société en commandite. OK. Alors, ça veut dire que la STM puis MAC sont les deux compagnies qui vont construire. Exactement. C'est une société en commandite là, par rapport à une nouvelle loi que le gouvernement a amenée. Donc, ça permet de créer cette société-là où là, les deux partenaires peuvent travailler ensemble et c'est ce qui permet, en grande partie aussi, d'aider au financement du métro comme tel, le fait de créer cette formule-là. OK. Alors, quand est-ce que la construction va commencer? Tout est relié. Disons, la première étape, c'est que comme vous avez pu voir, le chantier du métro est déjà bien amorcé à cet endroit-là. Donc, là, c'est les travaux, je dirais, tout ce qui est sous-œuvre, creusé. Ensuite, vous allez avoir le tunnelier qui va rentrer aussi, je dirais, normalement, là, le tunnelier va arriver à l'automne à Montréal, là, disons ça comme ça. Oui. Et l'hiver prochain, ils vont pouvoir commencer à travailler et le rentrer à partir de P9. Et là, le tunnelier va retirer, si on veut, le roc, tout ça progressivement. Et sur les stations, bien, disons qu'il va y avoir des travaux de structure, de sous-œuvre là, qui vont se faire. Mais les tours, eux autres, vont devoir s'arrimer avec, quand c'est terminé au niveau du métro, là, la partie structurale, là, ils vont pouvoir ériger les tours. Fait que c'est un ensemble. C'est dur de donner une date, là, mais ce que je peux dire comme date, c'est quand le tunnelier va commencer, puis l'avancement du chantier va vraiment, il est dans les délais actuellement. OK. Alors, la construction, c'est gouvernement et privé, c'est ça? Oui, c'est vraiment une société en commandite, là, comme je vous dis. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça va être votre dernière question, monsieur. Oui, ça va être ma question. Merci. Si la compagnie privée tombe en faillite, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour la remplacer? Parce que c'est seulement deux. C'est ASTM et MAC. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter les enregistrements de nos plaques? Déjà, on paye 180 $, puis si quelque chose arrive... Donc vous êtes inquiet de la faillite possible? Ça peut arriver, non? Peut-être. Je ne sais pas, Mme Couture. Bien, ce que je peux répondre, c'est que c'est une entente qui se fait entre Transgesco et MAC. Je n'ai pas le détail de l'entente, mais j'ose espérer, vu que c'est un financement public, si on veut, la réalisation du métro, que dans l'entente, ils ont prévu des modalités. Nous, au niveau des modalités de réalisation, on va aller chercher des lettres de garantie monétaire, par exemple. Pour remettre, je vais vous donner un exemple. Là. Si, par exemple, qu'ils ont augmenté nos plaques par 180 $. Si quelque chose arrive avec MAC, est-ce qu'ils vont augmenter nos plaques à 500 $? On est rendu loin du projet L'Angelier, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez un bon sens de l'humour, j'aime ça. Alors, oui. Alors, on va peut-être... est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui, monsieur, allez-y. Le micro est juste là. Ah. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Vous êtes madame, excusez-moi. Lily-Anne Tremblay. Lily-Anne Tremblay. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir qui aura la gouvernance des espaces verts au niveau de l'implantation. Vous avez parlé de 10 % et qui aura cette gouvernance-là pour nous garantir au moins qu'on va avoir 10 %? Pourquoi que je pose cette question-là? C'est important, ça va être un gros projet. Et à Saint-Léonard, on a eu beaucoup de projets, là, et on devait avoir des espaces verts, puis on s'est retrouvé sans espace vert. Donc, au début, le projet était peut-être avec 10 ou 15 % d'espace vert. Puis à la fin,
Bien, on a un centre sportif, puis c'est dans l'emprise de la ville qu'on a mis des arbres. Ils n'ont pas d'espace vert. Un centre automobile où il devait avoir un toit vert, on n'en a pas eu. OK, bon, je pense que M. Karim Charef... Merci beaucoup pour votre question. Elle est très légitime et très, très importante. Je rappellerai que la ville, toutes les municipalités du Québec ont à leur disposition des règlements, donc un règlement qu'on appelle règlement pour les fins de parc, qui oblige une cession de 10 %. Puis effectivement, ça peut être à la discrétion du conseil de recevoir ça en argent ou en terrain. L'approche qui est privilégiée dans le cadre du plan directeur et de la planification, c'est de recevoir ces 10 % en terrain et on ne veut pas s'arrêter à 10 %. On va aller au-delà du 10 %, viser un 20 %. Le reste, ça va se faire par de la négociation avec les promoteurs, avec les propriétaires. Donc, on est très ambitieux dans ce plan directeur. On se base sur les règlements, ce que les pouvoirs légaux nous confèrent. Puis on va aller au-delà de ce qui est possible et légalement possible de faire avec les propriétaires. Donc, vous garantissez que le 10 % ne sera pas en argent? Absolument. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Monsieur, oui, allez-y. Bonsoir, mon nom est Steven. Moi, si vous parlez du trafic, actuellement, la construction du métro fait en sorte que le trafic a vraiment augmenté. Et moi, je reste sur Lobinière et la rue du Ménil, et c'est un quartier résidentiel qui semble devenir industriel. On voit des camions 45 pieds, même j'ai vu une vanne de 53 pieds passer là, vous savez qu'il y a un parc pour enfants. Les gens passent à 50 km/h, ils ne font pas leur stop. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez des astuces pour régler ce problème-là que va occasionner le futur projet qui s'étale sur 25 ans? Monsieur Provost. Évidemment, on n'est pas, avec le plan directeur ici, on n'est pas dans la gestion du chantier actuel, là, avec les problèmes que vous vivez, puis je ne veux pas minimiser. Là, je peux imaginer que ça peut être parfois difficile. Évidemment, il faudra voir avec l'ensemble du phasage à planifier l'ensemble des travaux de façon coordonnée avec les chantiers qui seront mis en place pour le domaine public. Quand je dis domaine public, je parle des rues et des parcs principalement. Donc, avec cette coordination-là, normalement, on devrait être en mesure de faire le travail de façon adéquate. Par contre, on veut toujours minimiser les impacts sur les rues résidentielles adjacentes. On veut toujours canaliser la circulation principalement sur les grandes artères. C'est toujours ça l'objectif. Après ça, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de façon exceptionnelle des situations qui vont se présenter, mais c'est toujours l'objectif de canaliser la circulation sur les grands axes. Merci. Puis j'ajouterais, monsieur, c'est que l'arrondissement est très soucieux justement de cet aspect-là. Fait qu'on travaille étroitement avec la Ville-Centre, où il y a des spécialistes dans le domaine. Ils font faire des études, le cas échéant, ainsi qu'avec la STM, s'il y a des choses qui se présentent aussi. Donc, on est soucieux de ce que vous amenez comme élément. Merci. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Dire quelque chose ou poser une question? Non, poser une question. Monsieur, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai, mais nous, sur Bélanger, on est une petite rue, puis on a le même problème. Il y a plein d'eau. Y a-t-il toujours à la queue leu, c'est sur les heures de pointe. Puis le drain de mon garage, là, je le nettoie à tous les fins de saison, comme le début, c'est-à-dire du printemps. Je vous arrête parce que ça va être un excellent commentaire. S'il n'y a pas de questions là, pour la période de consultation publique là, que vous allez pouvoir... Bien, je veux juste vous dire que il faudrait faire quelque chose ça parce que c'est trop... même pour traverser la rue, même les personnes en fauteuil roulant, on a deux, ils passent entre les deux. Là. Mais c'est un excellent point, ça, pour la consultation publique. C'est très dangereux, puis même pour les enfants. Parfait, comme j'ai dit tantôt. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas déplacer le problème non plus, mais il faut faire quelque chose. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas envoyé ça sur Beaubien. Ils ont 6 voies, 3 d'un côté puis 3 d'un autre. Pourquoi? Ils ont dit... Je ne comprends pas pourquoi. Parfait. Merci beaucoup, madame. Ça n'a pas de sens. Je suis vraiment désolée.
Non, mais c'est parfait. Mais comme je vous dis, il y aura une période de consultation. Je vais inviter tout à l'heure Mme Liliane Salamé-Pichette qui va présenter tout le processus de consultation publique où vous pourrez justement faire ce genre de commentaires-là avec plaisir. Donc, on a reçu des questions, comme vous savez, à l'avance en préparation de cette soirée d'information. Et M. Abdelhamid Benalla qui veut savoir quelles sont les mesures prises pour compenser la hausse des loyers pour les familles à la suite de l'implantation du métro. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu là-dessus? C'est une question quasiment d'un programme de doctorat, je vous dirais. Mais la ville se base beaucoup sur ce qu'on appelle le règlement 20-20-20 ou règlement pour métropole mixte, qui va être utilisé à grandeur du secteur. Puis on va beaucoup privilégier, non pas des cessions en argent, mais plus construction de logements sociaux et abordables en quantité suffisante en respect du règlement. Quand ça va être possible d'aller au-delà, on ne va pas se gêner de le faire. On a de bonnes discussions, de bonnes relations avec plusieurs des promoteurs qui opèrent dans le secteur. C'est les prérogatives, c'est le champ de compétences qu'a une ville et un arrondissement en la matière. Le reste, c'est beaucoup le marché, comme vous le savez. Mais la ville on va être proactif pour s'assurer que le règlement métropole mixte sera appliqué, puis on va l'appliquer dès la phase 1, ce qu'on appelle la phase du métro, avec le développement immobilier. Dès la phase 1, on va appliquer ce règlement pour nous assurer d'avoir une part de logement qui soit, comme on dit dans le jargon, hors marché, hors spéculation. Parfait, bien merci. C'était une question qu'on avait reçue à l'avance. On va revenir aux questions. Oui, je vois que vous avez... Non, vous pouvez rester assis. On va revenir avec des questions qu'on a reçues à distance, puis ensuite je vais vous donner. Il nous reste à peu près 13 à 14 minutes là, pour les questions avant qu'on passe à la dernière portion de la soirée. Audrey, est-ce qu'on a des questions reçues par le module questions-réponses? Oui, on en a reçu une de Darin Bendaleb qui demande comment le PDAD prend-il en compte la diversité culturelle croissante de Saint-Léonard, notamment l'intégration des communautés maghrébines dans la planification des services et des infrastructures communautaires. On ne sait pas ce que vous voulez entendre directement par les changements que vous souhaiteriez dans le cadre de l'évolution culturelle du quartier. Chose certaine, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir l'opinion des gens des quartiers adjacents et de toute personne qui est intéressée par l'avenir du secteur L'Angelier à venir se prononcer sur l'avenir du secteur. Ce qu'on veut, c'est un nouveau quartier qui est à l'image des Montréalais qui souhaitent s'impliquer, qui souhaitent se prononcer sur l'avenir de leur ville. Donc, on le veut évidemment à l'image de l'ensemble des Montréalais. Puis, on peut juste encourager les personnes qui souhaitent justement se prononcer sur l'avenir du secteur à le faire à travers nos différentes activités pour la suite des choses. Parfait. Audrey, est-ce qu'on aurait une autre... Oh, monsieur. Oui, je voulais juste compléter. Il faut comprendre que le plan directeur qui est présenté est une étape. Donc, ce n'est pas une finalité. C'est un plan directeur qui établit les règles du jeu. Il va rester beaucoup de temps pour intégrer toutes les autres dimensions. Il est certain que ce quartier qui va voir le jour avec l'arrivée du métro, on va vouloir qu'il ait une couleur de Saint-Léonard, c'est-à-dire qu'il reflète l'identité de Saint-Léonard. Ça va arriver autant à travers la toponymie. Donc, une nouvelle station, pour l'instant, c'est un nom provisoire, mais il y a une nouvelle toponymie. Il y a une programmation des parcs qui va se faire. Il y a des équipements collectifs. Donc, c'est toutes des occasions pour s'arrimer, s'inscrire dans la culture locale, puis refléter les la diversité culturelle du secteur. Donc, c'est une invitation à la collaboration. Donc, toutes les populations, autant diverses qu'elles soient, elles auront l'occasion de s'exprimer, puis
de teinter leur couleur dans ce secteur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une première étape. On met la table. Tout reste à faire ensuite pour que la couleur de l'arrondissement de Saint-Léonard puisse facilement se refléter dans ce nouveau quartier en émergence. Merci pour ces précisions. On revient dans la salle. Madame, vous aviez la main. Oui, je voulais juste oui, dire Couture, pour Saint-Léonard, oui. c'est que pour nous, c'est important la diversité, que ce soit un quartier inclusif. Puis on travaille très activement. Dernièrement, on avait le sommet des organismes. On est toujours à l'affût des demandes ou des besoins des citoyens. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires parce que nous, c'est important à Saint-Léonard. Merci. Merci, Mme Couture, pour ça. Il y avait Madame qui avait la main levée, mais vous êtes intervenue un petit peu avant. Juste laissez la chance. Ça va être bref cette fois-ci. Ah, Madame Guerrier, puis c'est vous, ça. OK. Aïe, aïe, aïe. OK. Pour arriver à 8 000 logements, les immeubles est-ce qu'ils vont dépasser 25 étages? Ça va être courte comme réponse. Non. Vous allez vous limiter à 25? Oui. Oh, quel bonheur. 25 étages, merci. Et le 25 étages, il est uniquement à proximité de la station de métro. Là. Dans le premier îlot qu'on montrait pour le secteur, les autres limites de hauteur pour l'ensemble du secteur, c'est fixé à 14 étages dans le projet. Quel est le pourcentage des logements sociaux qui vont être sur le 8 000? Quel est le pourcentage des logements sociaux sur 8 000 logements? On favorise un pourcentage de 20 pour les logements sociaux pour chacun des projets dans le secteur. Les projets, vous parlez des immeubles? Oui. OK, merci. Merci beaucoup. Monsieur, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Donc, ma question concerne la zone 5, mais aussi de manière un peu plus large l'ensemble du secteur. Y a-t-il des barèmes spécifiques concernant les stationnements des grandes surfaces qui vont être aménagés? Parce que ça va être le secteur où il y aura vraiment les plus. Est-ce qu'on songe à une approche de stationnement éco-responsable? Donc, pas seulement maximiser l'espace de l'auto, mais aussi prévoir des corridors de mobilité pour les piétons, verdissement, gestion des eaux de pluie, etc. La première chose, c'est qu'on souhaite minimiser les stationnements de surface dans le secteur. Ça donne des surfaces imperméabilisées qui reçoivent de plein d'eau puis qui envoient ça ensuite dans les infrastructures puis qui causent des débordements. Évidemment, on veut donc minimiser les stationnements de surface. Bien sûr, du stationnement, ça en prend. Et le stationnement, on va favoriser qu'il soit surtout en souterrain. Ou, quand ce n'est pas possible en souterrain, que ce soit en stationnement étagé. Mais on va limiter au maximum les stationnements en surface. Il y a toujours des cas d'exception où certaines cases doivent être aménagées en surface, mais on va les minimiser. J'ai oublié le second volet de votre question. Mais en fait, non, c'était surtout au niveau des stationnements des surfaces. Si jamais il y en avait qui étaient prévus, est-ce qu'on avait des barèmes déjà préétablis pour s'assurer que ça va être des stationnements? Oui. En fait, je vais vous référer ici au plan d'urbanisme et mobilité qui prévoit justement des balises pour les stationnements de surface qui devront être aménagés de façon exceptionnelle. Merci pour votre question. Oui, monsieur. Bonsoir. Bonjour, bonsoir à vous. Mon nom est Taïeb Touati, donc je suis un utilisateur du boulevard Langelier. J'ai en fait 2 questions. Est-ce que, à un moment donné, durant la période des travaux, vous prévoyez la fermeture de la rue Langelier ou pas? Je veux dire une fermeture totale. Autre question, sur l'autre côté adjacent au Walmart, il y a des commerces essentiellement alimentaires qui sont en face. Est-ce que qui sont de construction récente aussi, est-ce que ces commerces-là vont être appelés à quitter les lieux ou pas? Merci. Pour l'instant, il n'y a aucun projet de fermeture du boulevard Langelier. Je ne vois pas comment on pourrait se priver d'une artère comme ça. Ceci dit, si je ne connais pas exactement tout l'avenir pour le boulevard Langelier, mais normalement, on va éviter à tout prix de fermer une artère comme celle-là. Maintenant, pour ce qui est des logements
que vous mentionniez en face du Walmart, j'étudie logement, des commerces qui sont en face du Walmart. Ils sont dans le secteur, ils sont tout à fait cohérents avec le plan directeur dans leur état actuel. Ceci dit, on anticipe qu'il pourrait y avoir un renouvellement dans le futur si les propriétaires de ces terrains-là décidaient de construire sur leur secteur, ils pourraient le faire en intégrant les commerces, par exemple, au rez-de-chaussée, avec des logements aux étages. C'est le type de projet qui peut se réaliser autant sur le boulevard Langelier que sur la rue Jean-Talon-Est. Merci beaucoup, Éric, pour ces précisions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Il nous reste 4 minutes. Bonjour, mon nom c'est Jocelyne. Je travaille pour la banque. Une des questions, c'était plus au niveau sécurité et santé, c'est ça mon poste. Et on a des employés qui travaillent dans le quartier, puis des employés qui vivent dans le quartier. Puis un des soucis qu'ils autres, ils avaient, c'était si, par exemple, eux autres, ils conduisent, puis il y a le chantier, comme on dit, est-ce qu'il y a une assurance, il y a des clous quand il y aura ces problèmes-là? Ils parlent aussi de démolition. Si vous parlez de démolition de bâtiments, on travaille à côté. Est-ce qu'il y aura une date pour nous aviser quelle date va être démolie s'il y a un meuble qui doit être démoli à côté de nous? Puis aussi, l'autre chose que les autres ils parlaient, c'est que du fait qu'ils habitent dans le même secteur, il y aura beaucoup de poussière. Et la poussière va se lever. Est-ce qu'il y aura quelque chose pour les habitants qui habitent là pour changer leur filtre d'aération ou le filtre de quelque chose ou de l'immeuble? C'était ça les questions que les autres ils avaient. Merci. 3 questions. Juste, au niveau des nuisances, ce que je peux vous dire, madame, c'est qu'il y a une réglementation à l'arrondissement qui s'assure du respect par rapport à la poussière, entre autres. Donc, quand il y a des chantiers, les chantiers doivent être entretenus. Puis quand il y a des enjeux, on les adresse, que ça peut être la STM ou autre, là, ils doivent vraiment s'assurer, quand c'est sec l'été, par exemple, d'avoir soit épandre de l'eau, nettoyer les camions. Donc, il y a vraiment un règlement, fait qu'on assure une vigie importante là, du côté de nos inspecteurs à l'arrondissement pour les nuisances. Il s'agit-il de la banque TD? Banque Scotia. Okay. Ben, vous êtes un peu loin des travaux parce que c'est essentiellement les travaux de la station de métro là, qui sont entamés. Mais sachez qu'il y a des règlements municipaux qui gèrent les nuisances, que ce soit la poussière, vibrations, etc. Donc, soyez rassurés. Puis, il y aura... on verra plus tard, mais il y aura mis sur pied d'un comité de bon voisinage quand le projet arrivera à maturité pour justement accompagner ces transformations. Merci. Il reste un petit 2 minutes pour une dernière question, peut-être. S'il n'y a pas de... Oui, allez-y. Et ensuite, je vais céder la parole à Liliane Salamé-Pichette pour le volet de consultation publique. Rebonsoir. C'est une question comme ça, pour 6 à 8 000 logements, est-ce que je n'ai pas vu de station de pompiers dans le plan? Est-ce que ça va être bien desservi? Est-ce qu'il y a une machine qui est capable d'aller jusqu'au 25e étage et tout? Évidemment, on fait toutes les vérifications qui s'imposent avec le service d'incendie de Montréal. Donc, on n'a pas toutes les analyses qui sont faites de ce côté-là pour être transparent, mais c'est absolument prévu dans les prochaines phases de planification. Et, je peux peut-être compléter. Alexandre Martin au service de l'eau. Dans le cadre des travaux de la rue Jean-Talon, qui est actuellement à l'étude puis qui va être progressée, on tient compte de tous les besoins des 3 secteurs stratégiques qu'Éric a parlé précédemment. Puis la protection incendie est à l'étude, évidemment, pour s'assurer que la desserte des quartiers à venir va être protégée. Et dans les secteurs où il y aurait un grand besoin de protection incendie supérieure, ça va être le cas dans la tour de 25 étages, bien là, la pression est mise sur le promoteur immobilier qui doit se pourvoir de systèmes de pompage pour assurer la pression jusqu'en haut. Et la ville a la responsabilité d'apporter l'eau. Donc, même si on n'a pas la responsabilité d'amener la pression jusqu'en haut, on est quand même responsable que l'eau se rende. Donc, ça fait partie de la mission que le service de l'eau fait avec l'accompagnement. Et au niveau de l'arrondissement, en termes d'émissions de permis, on doit s'assurer aussi auprès des promoteurs, constructeurs,
qui respectent les règlements, dont le service des incendies, donc tout le volet alarme incendie, séparation coupe-feu, etc., il est vraiment soumis à ces règles-là. Puis si on a un enjeu, on consulte nous-mêmes le service des incendies pour aller vérifier s'il y a une problématique quelconque là, pour pouvoir faire apporter les corrections par le constructeur en lui-même. Oui, le code du bâtiment comme tel là, qui s'applique. Donc, surtout dans les bâtiments de grande hauteur, tout ça, il y a toutes les règles qui s'appliquent, que ce soit le souterrain, le sol. Et même la STM, au niveau du métro aussi, a ses règles aussi à respecter par rapport à ça. Donc, c'est très sérieux. Ce que je comprends, c'est qu'on a des camions de pompiers qui vont jusqu'au 14e étage actuellement. Est-ce que vous envisagez d'acheter une autre machine qui va aller jusqu'au 25e? Ou, bien, ça, on va voir avec le service des incendies. Si, en termes de déploiement, ça nécessite, il y aura, le déploiement en fonction de ce qui est disponible. Mais c'est sûr qu'on ne met pas à risque la population et les résidents en cas d'incendie, assurément. Donc, tout est prévu en conséquence. Excellent. Merci beaucoup pour tous les citoyens et citoyennes qui sont intervenus. Mais merci également. Oui, est-ce qu'il y avait Éric? Ah, Audrey, vous avez... Oui? Oui, j'ai peut-être une dernière question en ligne. On en a reçu d'autres, là. Juste pour vous dire que les questions qui n'ont pas été répondues en ligne, ils vont l'être dans les questions-réponses qu'on va vous transmettre aussi après la séance et sur Réalisons Montréal. On a une dernière question en ligne de Marie Petriello. Pardon pour mon anglais. Will there be many bike paths in the project? It appears the Ville de Montréal continuellement favors this mode of transportation, but please understand that there are many residents that do not use bikes. C'est plus un commentaire qu'une question, peut-être? Ou on va tenir compte de ça, j'imagine? La question, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres pistes cyclables? Ah, d'autres pistes cyclables. Ah, OK, je n'avais pas compris ce bout-là. Assurément, il faut mettre un réseau cyclable dans le secteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de réseau cyclable comme tel. Donc, j'ai déjà parlé dans la présentation du réseau Express Vélo qui va être implanté sur la rue Jean-Talon-Est. Mais pour ce qui est du volet automobile, on est tous conscients que l'automobile est là pour rester, là. Donc, l'idée, ce n'est pas de retirer complètement les automobiles, c'est juste de changer le portrait de la mobilité pour rééquilibrer en fonction de l'arrivée du métro, simplement. Parfait, merci. Audrey, est-ce que vous voulez poser une autre question ou ça va? On va passer la parole à Liliane Salamé-Pichette qui va nous parler de la démarche de consultation. Fais venir ici, Liliane. On va prendre le cliqueur. On va prendre le cliqueur. Donc, bonjour, je vais vous présenter les différentes façons de vous informer et de donner votre opinion sur le plan directeur du secteur Langelier. Donc, ce soir, la séance aura servi à vous offrir un espace d'information en ligne, en personne, pour que vous puissiez en apprendre plus sur le projet de plan directeur. Vous pourrez ensuite déposer votre opinion, votre avis, votre mémoire, si vous vous sentez inspiré, en ligne dès cette semaine, après ce soir. Donc, ça peut être une ligne, ça peut être une page, ça peut être 10 pages, si vous le souhaitez. Nous lirons attentivement tout ce qui est déposé. Nous lirons vos opinions et vous aurez jusqu'au 20 juin pour le faire. Par la suite, il va y avoir plusieurs équipes qui iront à la rencontre des populations dans les premières semaines de juin, en participant à des activités citoyennes dans l'arrondissement de Saint-Léonard, notamment la fête des voisins du 7 juin prochain. Nous visiterons également des lieux publics variés et les commerces du secteur pour vous informer et vous consulter. Enfin, la Ville de Montréal a mandaté l'Institut du Nouveau Monde, INM, pour mener cette démarche de consultation publique. L'INM, c'est une organisation qui est indépendante et non partisane, qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. Donc, l'INM rédigera un rapport de consultation publique qui sera publié en ligne dès cet été. Pour ceux et celles qui sont dans la salle, toutes ces étapes-là se trouvent dans le document synthèse qui vous a été distribué à votre arrivée.
Nous vous invitons à le conserver précieusement pour scanner le code QR et déposer votre opinion dans les prochaines semaines si vous le souhaitez. Voici différentes façons, en fait, de poser vos questions sur le plan directeur. Donc, ce soir, ça a été l'occasion de le faire en ligne, à l'oral. Il est aussi possible de poser des questions en ligne sur Elzo Montréal en tout temps via notre boîte « Nous joindre ». Vous cliquez et vous allez pouvoir inscrire vos coordonnées et votre question. Vous pouvez scanner le code QR affiché à l'écran qui vous mène directement à Réalisons Montréal. Il faut se connecter à Internet. Vous pouvez voir à l'écran le nom du réseau de la salle et le mot de passe. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, Liliane. Liliane n'ira pas très loin parce qu'elle va revenir dans quelques instants. Donc, bien, écoutez, c'est ce qui termine la période de questions et la période de présentation. Merci beaucoup à tout le monde, aux présentateurs, aux gens qui ont donné des compléments d'information. C'est bien apprécié. Au nom de toute l'équipe, justement, qui travaille sur la planification du secteur Langelier, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je remercie également tous les élus de l'arrondissement de Saint-Léonard d'avoir été des nôtres ce soir. M. Baudry, qui était avec nous à distance.